Merci, Patricia. Je ne sais pas si je vais garder le micro. Alors, bonsoir. C'est avec plaisir que je viens faire une nouvelle fois une présentation qui concerne à expliquer en gros ce que c'est que cette maladie. Alors, c'est facile de parler d'une maladie, mais si on n'a pas bien compris quel type de maladie c'est à laquelle on a affaire, c'est clair que ça va être difficile d'avoir un traitement efficace et conséquent en relation avec cette maladie. C'est malheureusement, comme vous allez le voir, grandement le problème dans notre société, et puis particulièrement dans deux pays, la Suisse et la France. La plupart des autres pays dans le monde ont adopté un modèle qu'on appelle le modèle Minnesota, et qui est le modèle de traitement le plus efficace qu'on connaisse pour l'instant, et le plus répandu. Pour des raisons qui m'échappent, deux pays ne l'ont pas pris, encore une fois, la Suisse et la France. Alors, sans vouloir jeter la pierre, on peut penser qu'il y a chez les Suisses, c'est plutôt il n'y en a pas comme nous, et puis chez les Français, c'est plutôt le fait qu'on a envie de redécouvrir les choses et puis de se les attribuer. Quoi qu'il en soit, ce modèle existait pendant quelques années, encore actuellement, mais en forte diminution dans une clinique en Suisse, et dont je vais parler quand même brièvement tout à l'heure. Et actuellement, on est en train de le relancer une énième fois pour qu'on ait quand même à disposition dans l'arc lémanique au minimum ce modèle de traitement qui est à notre connaissance le seul connu. Juste pour vous donner une idée d'un ordre de grandeur, quand on parle de maladie chronique, c'est une maladie chronique, si on prend comme exemple le diabète, on arrive en médecine à stabiliser environ 40% des diabétiques. Le reste, on n'arrive pas toujours, il y a des hauts et des bas, leur glycémie bouge, on n'a donc pas 100% de succès, on a 40%. Quand on parle de l'hypertension, on arrive à stabiliser environ 35 à 40% de patients hypertendus. Les autres, ça continue à faire des hauts et des bas. Quand on parle d'alcoolisme ou d'autres addictions, le modèle Minnesota nous permet de traiter et de sortir de cette maladie 35 à 40% des gens. Donc, on n'est absolument pas en retard, ni en infériorité par rapport au succès qu'on peut avoir. Alors, pourquoi modèle Minnesota? Les objectifs, déjà, c'est de pouvoir aider à la prévention et au traitement de cette maladie. Et on a un phénomène qui est parallèle et qui est très d'actualité, c'est les alcoolisations massives chez les jeunes, qu'on appelle le binge drinking. Mais ça, c'est l'objet d'une autre partie du problème. Donc, ce qu'on aimerait faire, notamment avec notre fondation, je n'ai pas mentionné, mais vous l'avez vu, nous avons créé, il y a une dizaine d'années, 12 ans, une fondation qui s'appelle la Fondation FAS, pour Fondation Armand Slavic, qui est une fondation dont les buts sont d'aider au développement et particulièrement à la mise à disposition de ce modèle de traitement qui est donc pour nous le plus efficace. Alors, j'ai dit tout à l'heure que pour traiter une maladie, on avait un grand intérêt, en tout cas les gens qui veulent s'en occuper, que ce soit des psychologues, que ce soit des éducateurs un peu moins, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des médecins qu'on appelle maintenant des alcoologues ou bien des addictologues, on a même tabacologues. C'est un petit peu, ça part un petit peu d'une façon un peu exagérée, mais c'est parce qu'il s'agit de la même maladie. Il faut qu'on ait un consensus, c'est-à-dire que tout le monde pense et ait la conviction qu'il traite la même maladie. On voit que quand on a une approche de type psychiatrique, on n'a pas du tout cette tendance-là, on n'a pas du tout de consensus. On essaye de voir en somme si on peut adapter ou trouver un traitement pour chaque personne. Donc on a autant de maladies qu'on a de patients dépendants en l'occurrence. Alors, on va voir un petit peu d'où ça vient, cette maladie, d'où elle vient. On va voir un peu l'historique de son développement et de son traitement, surtout, c'est ça qui nous intéresse. On va voir qu'est-ce qui se passe un peu chez nous et dans l'arc lémanique. On va parler de quelques généralités.
on va voir comment on traite justement, on pense bien traiter l'alcoolisme encore actuellement, et malheureusement c'est pas le cas, c'est pas tout à fait le cas. On va voir quelles sont les stratégies et on va voir finalement des conclusions. Vous savez, peut-être, vous avez lu que dans le monde, quelle que soit la société, 8 à 10% des gens développent cette maladie. Ce qu'on va voir, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que le 90% de la population restante ne pourra pas développer cette maladie, quoi qu'il fasse. On va voir qu'il y a un concept de prédisposition et toute la clé du traitement de cette maladie est basée sur ce concept de maladie. De maladie primaire, ça veut dire que les gens qui la développent ont des prédispositions. On va voir de quelle sorte, de quel type ces prédispositions sont, bien sûr, avec une composante génétique. Ça, on savait depuis longtemps, parce qu'on avait vu qu'il y a des familles où il y avait déjà un grand-père ou un oncle, ou éventuellement même quelqu'un qui avait une maladie un peu voisine, de type dépression. Et qu'on a vu qu'il y avait des familles où ce type de problème se répétait. Juste la petite anecdote, c'est que 20% de la population des jeunes de plus de 12 ans, à partir de 12 ans, consomment 23% du cannabis, 4% de la cocaïne, après ça va monter beaucoup plus haut avec l'âge, le pourcentage de personnes qui prennent de la cocaïne. Le LSD est plus tellement en vigueur, le crack n'est pas encore chez nous, donc c'est dérivé de la cocaïne. Et puis, le jour où ça va arriver, on aura intérêt à avoir des traitements efficaces, encore plus que maintenant. Parmi les jeunes, et ça date déjà, quand j'ai préparé cette présentation de quelques années, on a à peu près 60 comas éthyliques par an, c'est-à-dire de jeunes, à partir de l'âge de 12 ans, qui arrivent aux urgences pédiatriques dans un coma éthylique. Quelques-uns vont pas sortir, certains vont sortir un peu abîmés, avec des séquelles, et puis les autres vont s'en sortir, et vont peut-être quand même recommencer. L'alcool, les problèmes d'alcool sont liés à 21 à 24% de toutes les admissions dans un hôpital général. Quand je dis un hôpital général, ça peut être l'hôpital de Thonon, ça peut être l'hôpital cantonal de Genève, les HUG. En moyenne, un quart à un cinquième de toutes les admissions sont liées à ça. Alors c'est quand même important, parce que c'est toutes les pathologies liées à l'alcool confondu. On a pu glisser parce qu'on était sous, on a pu se démettre une épaule, on a pu faire une dépression puis avoir envie de mettre fin à ses jours, parce que dans les suicides, on a un fort pourcentage, probablement un peu exagéré, 85%, mais une grande partie des suicides sont liés à la consommation d'alcool et d'autres substances. 50% des crimes, 45% de tous les accidents sportifs. On pense que dans le sport, il n'y a pas de problème, mais on a des matchs de foot, je dirais peut-être de 3e ou 8e ligue, où on a un peu des 3e mi-temps importantes, et puis on rejoue, et il y a une entorse, il y a une fracture. Il y a beaucoup d'accidents de sport, mais qui ne sont pas, si vous voulez, répertoriés ou officiellement annoncés comme tels. Pourtant, malgré tout cela, on a peu de réponses conséquentes, satisfaisantes, en termes de traitement et de prévention. Pourquoi? Est-ce qu'on a une compréhension inadéquate? Est-ce qu'on a une mauvaise approche? Est-ce qu'on ne sait pas prendre les gens qui souffrent de cette maladie? Est-ce qu'on a une relation entre les soignants, les infirmières, les thérapeutes, les psychologues, les assistantes sociales, n'ont pas la bonne façon de parler aux personnes dépendantes? On a des approches qu'on trouve confrontantes, des approches qui sont dirigeantes, on a des approches contraignantes, on met des cadres. Quand on est issu d'une formation psychiatrique pour traiter la dépendance à l'alcool, par exemple, ou les autres dépendances, on a une faculté de vouloir cadrer les gens qui est absolument surprenante, mais c'est une approche qui ne fonctionne pas. Donc on a quelquefois l'habitude ou l'approche d'infantiliser les alcooliques, ou bien de les punir, de les contraindre. Toutes ces approches ne fonctionnent pas. Et alors que quand on prend l'historique du traitement
dit modèle Minnesota, on va remonter fort en arrière. Le premier concept de maladie qui a dit que c'était une maladie propre à soi, une maladie donc primaire et qui ne dépendait pas de quelque chose d'autre, comme le voit la psychiatrie, c'est bien entendu aux USA. Et vous voyez le nombre de personnes sur ce cliché. Il s'agit d'une convention, il y a, pas toutes les années, mais une convention des genres établie par ce modèle de traitement aux États-Unis. C'est impressionnant. La dernière convention a dû avoir lieu au Canada, et la précédente avait eu lieu, une à Montréal, et la dernière, si quelqu'un dans la salle connaît, la dernière convention a regroupé plus de 35 000 personnes. Donc ça fait 35 000 personnes sauvées, sorties de cette maladie par ce modèle, rien que dans une manifestation comme ça. Alors, 1943, c'est le premier concept de traitement. On va voir comment ça s'est passé. 1949, c'est le modèle Minnesota qui est défini comme tel. Un petit peu plus tard, l'OMS a défini l'alcoolisme non pas comme une maladie spécifique, mais comme un grave problème médical. On a progressé petit à petit, et puis en 1956, l'American Medical Association, l'association des médecins américains, a déclaré que l'alcoolisme était une maladie traitable. Et nous sommes en 56. En 56, on a dit, oui, il y a cette maladie, on avait fait la prohibition dans les années 30, on a commencé immédiatement à dire, oui, mais c'est une maladie traitable. Pourquoi? Parce qu'on avait un modèle de traitement. Et en 1969, un médecin a expliqué d'une manière très compréhensive le concept de maladie dans un modèle qui a été largement diffusé. Puis en 1965, ce sont les psychiatres aux États-Unis, après une guerre entre la psychiatrie et la médecine, qui voulaient, pour les uns, dire que c'était une maladie en soi, et puis pour les autres, les psychiatres, dire que c'était une maladie due, c'était pas une maladie en soi, mais c'était dû à quelque chose d'autre, à des problèmes dans la petite enfance, voire des abus, peut-être sexuels, et qu'on allait toujours chercher qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous vous êtes mis à boire. Et que cette question, c'est la seule question qu'il ne faut pas poser. Il y a une seule réponse, on va la voir tout à l'heure. Il y a une seule réponse pourquoi une personne dite dépendante va prendre de l'alcool. Alors, par la suite, on a eu un médecin, aux États-Unis toujours, qui s'est penché sur la question de l'alcoolisme un peu plus à fond encore. Et puis, ce monsieur a dit, il y a un groupe de personnes qui s'appellent les alcooliques anonymes, qui depuis 1936, et là on est déjà dans les années 70, des groupes de personnes dépendantes qui vont bien. Il y a des médecins dedans, il y a toutes les professions. Et ces gens-là sont sortis de cette maladie, ils se traitent eux-mêmes. Alors comment ils font? Comment font-ils? Comment est-ce possible que nous, les médecins, à cette époque-là, on s'est dit, on n'arrive pas à le faire, et puis eux y arrivent. Alors, c'est... En 76, on a été un petit peu plus loin, on a défini l'alcoolisme comme une vraie maladie, et on a vu elle s'accompagnait de manifestations comme une augmentation de la tolérance, une dépendance physique, des signes de sevrage et des changements pathologiques dans tous les organes. On avait vu que ça, non seulement ça touchait le foie, mais tous les organes du corps humain. Et puis, les recherches ont commencé à montrer, dans les années 80, là on se rapproche, qu'il y avait des fortes évidences que des mécanismes au niveau du cerveau, neurogénétiques, modulaient la possibilité de développer une dépendance à l'alcool. Et que si on n'avait pas ces anomalies ou ces réglages différents de la norme, on avait toutes les prédispositions pour développer un alcoolisme. Et on a commencé à parler des hormones qui règlent l'humeur. Alors, ces hormones qui règlent l'humeur, je vais passer rapidement, on en a une dizaine. Tout le monde connaît l'adrénaline. L'adrénaline, elle est responsable de la peur. Tout le monde connaît plus ou moins les endorphines, elles sont responsables du bonheur, de la joie de vivre. Tout le monde connaît la dopamine, parce que sans dopamine, on n'a rien envie de faire. La dopamine du mot doper,
c'est l'hormone dans le cerveau, quand elle est sécrétée, qui nous donne de l'entrain. Maintenant, elle varie dans la journée. Il y a des moments où on n'a rien envie de faire, des moments où on a la dopamine qui joue. On a une hormone, finalement, qui est la plus importante dans cette maladie. C'est celle qui est le moins bien réglée chez les gens qui vont développer cette maladie. C'est la sérotonine. On va y revenir. Oui, c'est une question? Non. Alors, en 87, on a publié un manuel de tous les désordres mentaux, c'était le DSM-3R, et puis on a commencé à décrire vraiment d'une façon précise et répétitive les symptômes allant avec l'alcoolépendance. Et puis un petit peu plus tard, en 90, on a donné la version définitive de cette maladie. Et cette version définitive, elle est malheureusement peu utilisée. L'OMS l'a reprise, mais quand on demande à quelqu'un qui s'occupe d'addiction, soit en France, soit en Suisse, et j'ai fait l'expérience, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'addiction? Quelqu'un qui est donc un professionnel pour traiter l'alcoolisme, une infirmière ou un thérapeute, quand on lui demande pour lui qu'est-ce que c'est, on n'a pas de réponse. Ou on a chaque fois une réponse différente. Donc on voit bien qu'on n'a pas de cohésion, on n'a pas de cohérence, on n'a pas de définition claire d'une maladie qu'on prétend traiter. Cette définition universelle maintenant, depuis 1990, le 3 février 1990, dit: elle définit l'alcoolisme comme une maladie primaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas due à quelque chose d'autre, elle existe en soi, elle est au niveau d'anomalies dans le cerveau, on va voir lesquelles. Elle est chronique, une fois qu'on l'a développée, on ne peut pas ne plus l'avoir. Elle reste, c'est comme le diabète, on peut le stabiliser, mais on ne peut pas plus l'enlever. Avec des facteurs génétiques et des facteurs psychosociaux, c'est sûr que l'environnement joue un rôle. Je rends hommage à mes confrères psychiatres. L'environnement joue un rôle dans le développement de cette maladie et dans son développement et ses manifestations. La maladie est pour la plupart du temps progressive et potentiellement fatale si elle n'est pas soignée. Elle est caractérisée d'une façon continue ou périodique par la perte de contrôle de la consommation de l'alcool ou des substances. Alors là, il y a un piège, parce que ce qu'on regarde comme critère de perte de contrôle de la consommation, on regarde par exemple sur l'année précédente à la première consultation où on rencontre le patient dans une démarche de soins. Il ne s'agit pas que chaque fois qu'il a pris de l'alcool, il a trop bu, ou il a dérapé, ou il a perdu le contrôle. On regarde si dans l'année précédente, il a perdu le contrôle plus de 5 fois.